Maître Isabelle Amegavi, bonsoir. Bonsoir, monsieur Amos, comment allez-vous? Je vais très bien, merci de votre disponibilité en direct depuis Lomé. Alors, il y a quelques jours, plutôt avant qu'il ne soit reconnu chef de file de l'opposition, Jean-Pierre Fabre avait adressé une lettre au président Faure Gnassingbé, lui demandant de faire les réformes et d'organiser rapidement les élections locales. Et ce qu'on peut considérer comme réponse, c'est justement ce que le gouvernement, au lieu d'organiser ces élections locales, vient de procéder au renouvellement des délégués spéciaux dans plusieurs préfectures du Togo. Alors, Maître Isabelle Amegavi, est-ce que vous êtes déçu? Non, pas déçu, parce que vous savez, c'est ceux qui croient que le régime RPT unir peut apporter le changement dans notre pays qui doivent être déçus. Nous, cela ne nous étonne aucunement parce que vous savez, lorsque vous luttez avec ce régime-là depuis des années et que vous finissez par comprendre, vous finirez toujours par comprendre, et nous l'avons compris, à notre dépend que lorsqu'il y a de sérieux problèmes qui se posent, le régime a pour habitude de tendre une perche, histoire d'occulter le réel problème. C'est en ce sens que moi je comprends le décret du chef de file de l'opposition qui a été pris, parce que vous vous rappelez que monsieur Jean-Pierre Fabre, comme vous l'avez dit, a envoyé ce courrier-là concernant les réformes et les locales, et je crois que c'est une semaine à peine après que le chef de l'État a pris le décret. Aujourd'hui, ce qui se passe, c'est que, ce décret-là a fait beaucoup de vagues, les Togolais se sont jetés dessus, et essentiellement, c'est les pécules on veut donner à Jean-Pierre Fabre, lesquels pécules d'ailleurs ne le font pas vivre, qui constituent l'essentiel et autres. Nous avons continué au niveau de l'ANC à travailler, et le régime s'est découvert lui-même, puisque on lui parle de réforme et d'organisation des élections locales, et il répond par la remise en route des délégations spéciales. Voilà le langage que ce régime a toujours donné. Et moi, Isabelle Amegavi, responsable au niveau de l'ANC, cela ne me surprend guère, parce que c'est son habitude, et c'est pour cela que nous nous battons pour que l'alternance intervienne, parce que ce régime, pendant 50 ans, n'a plus d'autre opportunité à donner aux Togolais que de la surenchère, que du surplace, que du réchauffé. Et voilà l'exemple qui vient d'être donné encore. Les populations parlent de local, on leur sert encore des délégations spéciales. Eh bien, Maître Isabelle Amegavi, je le disais, vous êtes également deuxième vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement. Eh bien, ce parti a réagi tout de suite par un communiqué relatif au renouvellement des délégués spéciaux. Eh bien, au-delà du communiqué certes pertinent, quelle action concrète l'ANC compte-t-elle mener afin de contrer le procédé gouvernemental? Non, vous savez, il y a eu beaucoup de problèmes. Vous devez suivre un peu l'actualité. Au même moment que ce problème de décret du chef de file de l'opposition là s'est posé, il s'est posé un autre problème qui concerne la collecte des taxes d'habitation par l'OTR. Et vous avez dit que la réaction des Togolais a été implacable, parce que les gens ont compris que cette taxe d'habitation devait être collectée et gérée par les collectivités locales. Or, jusqu'à présent, on n'a pas fait d'élection locale, donc les gens se sont dit, pas d'élection locale, pas de collecte de la taxe d'habitation. Et aujourd'hui, à voir le comportement de l'OTR est en train de battre en retraite, parce que les populations ont raison de dire que vous n'organisez pas de local, il n'y a pas de raison pour faire l'école. C'est peut-être cela qui justifie la fuite en avant du gouvernement voulant remettre les délégations spéciales pour justifier la collecte de cet argent. C'est rien. Pourtant, pour le moment, on peut comprendre que l'OTA a battu en retraite, puisque on a ressorti un communiqué en disant que les gens se sont trompés, que ils voulaient seulement immatriculer les populations togolaises et non pas collecter la taxe. Donc, c'est nous battre
nous autres, des partis politiques, nous le faisons déjà ensemble avec les populations. Parce que savez-vous, les élections locales concernent la gestion de nos collectivités locales, la gestion à la base, les problèmes liés au développement. Moi, je suis persuadé que si c'est qu'il y avait eu des conseillers municipaux régulièrement élus dans la préfecture de Loti, ce qui s'est passé à Mango il y a quelques mois ne se serait pas passé. Parce que, voyez-vous, ça sera des gens élus, des gens qui ont l'obligation de rendre compte à ceux qui les ont élus, qui les ont amenés là-bas. Voyez-vous, et quand ces élections-là ne sont pas organisées, les délégations spéciales, ce sont des gens qui sont nommés et qui rendent compte et qui remercient ceux qui les ont nommés. Ils n'ont aucun compte à rendre aux populations, puisque ce n'est pas les populations qui les a désignés là-bas, qui les ont désignés là-bas. Voyez-vous, donc c'est une bataille qui concerne, c'est vrai, les partis politiques, mais la société civile et les populations togolaises tout entières aussi. Pour ce qui nous concerne, nous avons posé un premier acte en dénonçant l'installation des délégations spéciales parce que la promesse, les engagements pris par les autorités togolaises pour organiser les locales datent de 2004. De 2004, ça fait plus de 20 et quelques années, et les délégations spéciales qui sont là, c'est parce que nous nous sommes battus ces temps-ci concernant les élections locales, peut-être qu'ils ont trouvé opportun de renouveler, puisque nous avons démontré par A plus B que plusieurs délégations spéciales qui sont nommées ont des membres qui sont décédés depuis des années, qui n'ont pas été remplacés. Et dans certains endroits où il faut 12 personnes, il n'en reste que 4 et autres. À Kara, j'avais donné l'exemple de Kara, je crois, la dernière fois. À Kara, le président de la délégation spéciale est devenu malade, grabataire, et c'est son fils qui signe les actes d'état civil et autres à sa place. Donc, c'est une pagaille sciemment orchestrée pour que les élections locales ne puissent pas avoir lieu et qu'on puisse continuer à gérer nos collectivités locales dans l'opacité totale et à faire n'importe quoi, tout et n'importe quoi, et surtout à ne pas rendre compte aux populations dont on dépend. Donc, il s'agit d'une lutte commune que nous devons mener. Quand en ce qui nous concerne, je crois que nous sommes les premiers à avoir levé le bouclier contre ce qui est en train de se faire pour attirer l'attention de la population togolaise sur ce qui est en train d'être fait. Et les journalistes ont pris le relais pour dénoncer et autres. Et il faut dénoncer. Il faut que les associations aussi, la société civile aussi dénonce parce que ce n'est pas normal. Les élections locales concernent la gestion des collectivités locales. Donc pour vous, ce n'est plus une affaire de parti politique alors? Non, ça ne peut pas être une affaire exclusivement de partis politiques. C'est une affaire de nous tous. Partis politiques, société civile, toute la population togolaise, parce qu'il s'agit de la gestion, comme je le dis, des populations à la base concernant leur développement dans leur lieu d'habitation. Là où ils se trouvent, dans les préfectures, dans les communes où se trouvent ces populations-là. Vous comprenez? Et donc, c'est vrai que c'est les partis politiques qui ont l'obligation de la conquête du pouvoir et autres, mais ce cas est un cas particulier qui nous concerne tous et les populations savent le mal, le tort que les délégations spéciales ont créé dans nos collectivités depuis des années. Il suffit. Et il n'est pas question, on demande d'organiser les locales, on ne demande pas de renouveler les délégations spéciales. Donc, nous tous, nous devons nous opposer à ça et contraindre le gouvernement à organiser très rapidement les locales. C'est cela qui réglera les problèmes, pas autre chose. Il ne faut pas faire du replâtrage, c'est un problème précis. Les engagements ont été pris pour l'organisation des locales. Il faut organiser celles locales. Moi, je rappelle que avant que cette déclaration-là du 10 février ne soit prise, nous avons, en ma qualité de président de groupe parlementaire ANC à l'Assemblée nationale, j'avais adressé un courrier au ministre de l'administration territoriale depuis le 3 décembre 2015 pour lui demander, parce que vous savez qu'il y avait une étude qui avait été lancée
un comité technique chargé de l'élaboration de la feuille de route de la décentralisation et des élections locales au Togo. Nous avions appris que ce comité-là a fait son travail et a remis son rapport de synthèse au ministre de l'administration territoriale, lequel ministre n'a pas trouvé opportun de rendre public ce rapport-là pour que nous tous, nous sachions de quoi il retourne concernant les locales. Donc, à cet effet-là, le 3 décembre 2015, je lui avais envoyé un courrier pour lui demander ce qu'il en était et tout ça. Je n'ai pas eu de réponse à ce courrier jusqu'au 25 janvier dernier, qu'il a répondu à ce courrier en disant qu'il voudrait nous rassurer que le processus de décentralisation se poursuit par l'exploitation du rapport provisoire du comité technique chargé de l'élaboration d'une feuille de route de la décentralisation et des élections locales. Et il continue en disant que l'année 2016 sera une année de préparation active des activités prévues par la feuille de route en vue de l'organisation des élections locales. Il ne nous a pas dit que la préparation des locales consiste à renouveler les délégations spéciales. Voilà le courrier, je l'ai là devant moi, le courrier réponse du ministre de l'administration. C'est vraiment dommage. Du 25 janvier 2016. C'est vraiment dommage. Maître Isabelle Amegambi, face à cette situation, le Togolais lambda pourrait être curieux de savoir comment réagirait le chef de file de l'opposition. Est-ce que le chef de file de l'opposition va profiter de ce statut pour s'imposer et réécrire encore une nouvelle lettre à Faure Gnassingbé de revenir sur sa position et d'organiser les élections locales? Vous savez, le chef de file de l'opposition n'a pas attendu que le décret là, le fameux décret à polémique là, soit pris avant de prendre ses responsabilités. Je vous l'avais dit, il avait déjà, c'est peut-être même la réponse à ce courrier qu'il a envoyé, qui est le décret, je n'en sais rien. Mais toujours est-il que lui, il avait envoyé ce courrier-là sur les réformes et les locales au chef de l'État avant que le chef de l'État ne prenne le décret. Mais l'exploitation que les nôtres de l'opposition eux-mêmes ont fait de ce décret, alors que nous aurons pu nous servir, nous aurons pu la tête reposer et pas la terre, réétudier le test sur le statut de l'opposition et ce décret, puisque le décret en question n'est qu'un décret d'application d'un texte de loi qui est voté depuis 2013. Donc, il fallait relire le texte et voir quelles sont les dispositions qui idoinent là-dedans, qui pourraient nous permettre de continuer la lutte, puisque nous tous, nous sommes d'accord, au moins au niveau de l'opposition, que nous voulons les réformes et que nous voulons les élections locales. Jusqu'à présent, au moins, dans les développements, malgré les injures, les insultes, les calomnies aux autres, tout le monde dit, en tout cas, je ne sais pas si ça vient du fond du cœur, mais ce que je reconnais, c'est que tout le monde dit qu'il faut faire les réformes et il faut organiser les locales. Donc, moi, j'en conclus que tous les partis de l'opposition, quels qu'ils soient, sont d'accord pour qu'on fasse les réformes et les locales. Donc, nous, ce statut, ce que moi j'avais pensé, c'est que ce statut-là pourrait nous permettre de faire en sorte que nous puissions nous saisir des dispositions idoines qui sont dans ce statut-là et qui donnent des droits à l'opposition d'exister et de faire son travail pour que nous rebondissions et que nous réclamons ce qui est le reliquat de dispositions qui restent par rapport à l'APG, notamment les réformes qui n'ont pas été réalisées et les locales. Et voyez-vous, au lieu de cela, voyez le spectacle que nous avons donné en tirant boulet rouge sur M. Jean-Pierre Fabre, comme si c'est M. Jean-Pierre Fabre qui a pris le décret. Alors que ce n'est pas lui, il n'en est pour rien. Lui, il fait son travail, depuis, il écrit, il attire l'attention, on communique dessus, etc. et autres. Aujourd'hui, ce qu'il faut aussi faire sur les ondes, en insultant M. Jean-Pierre, en le traitant de tous les noms d'oiseaux. Vous croyez que jusqu'à présent, que ce problème-là de renouvellement de délégués, des délégations spéciales interview, on ne les entend pas. C'est pour cela qu'il faut que les Togolais ouvrent les yeux et ouvrent les oreilles pour savoir, pour voir, ouvrant les yeux, pour voir ce qui se passe dans notre pays. On se jette sur un décret, soi-disant parce on dit qu'il faut donner un véhicule à M. Fabre, etc. et tout ça, sans même attendre ce que M. Fabre va faire de
de cela, à l'insulter et autres et tout ça. Maintenant qu'il s'agit de vrais problèmes qui nous concernent, puisque nous tous nous sommes d'accord pour faire les locales et pour faire les réformes et tout ça, tout le monde est devenu muet. Ils vont réagir après. C'est seulement les partis de CAP 2015 qui ont pris sur eux de prendre leur bâton de pèlerin et de commencer à se battre déjà. Tout le monde est devenu muet sur ce problème-là de voir le renouvellement des délégations spéciales. Voilà comment la situation dans notre pays. Maître Isabelle Amegavi, parlons d'autres actualités, justement la libération de Pascal Bodjouna. Vous êtes l'une des avocats de Bodjouna, Bodjouna qui est libéré samedi 6 février dernier. Mais Maître Zeus-Atta Javon affirmait que jusqu'à la veille, rien ne présageait la libération de Bodjouna. Alors sa libération serait-elle un consensus selon vous? Non, je ne sais pas. Je ne peux pas le dire. Ça, c'est les incongruités de la vie politique et judiciaire togolaise. Parce que il vous souvient que nous avions introduit une requête, enfin nous avons relevé appel d'une décision devant la chambre d'accusation le mercredi. Lequel dossier avait été mis en délibéré pour décision être rendue ce mercredi en question. Le mercredi, notre recours a été rejeté et M. Pascal Bodjouna est retourné à la prison. C'est avec surprise, moi qui suis son avocat, je n'ai pas été informé de sa libération. C'est pas surprise, comme tous les Togolais, que moi j'ai appris le samedi que par RFI, d'ailleurs, que c'est comme ça que M. Bodjouna devait être libéré. Sur la base de quoi? Et justement, c'est pour ça que les gens parlent de consensus. Consensus avec qui? Avec qui? Puisque vous-même, vous l'avez dit tout à l'heure, que je suis son avocat. En tout cas, moi, je n'ai pas été à une partie, à un dialogue ou à une concertation concernant Bodjouna pour qu'il puisse y avoir consensus pour sa libération. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que la semaine qui devait suivre sa libération, un des points du dossier devait être évoqué à la Cour de justice de la CEDEAO à Abuja sur une décision, parce que vous savez que Abuja avait rendu une décision dans le temps pour soit le mettre en liberté ou le juger. Que le fait qu'il reste là-bas en prison, au-delà parce que vous savez que le code de procédure pénale prévoit que lorsque vous êtes poursuivi pour une infraction et que vous avez été détenu de manière préventive, plus de la moitié, vous avez fait plus de la moitié de la peine du maximum de la peine que vous encourez en prévention et en détention préventive, vous devez être libéré de droit. Monsieur Bodjouna est poursuivi pour escroquerie et la peine maximum de l'escroquerie, c'est 3 années. Donc, une fois qu'il a purgé, il a fait un an et demi de détention de manière préventive sans être jugé, il devait recouvrer automatiquement la liberté. Mais c'est sur cela que nous avions fait la requête qui a été rejetée. Et donc, vous comprenez que c'est avec surprise que le samedi qui a suivi, le mercredi, samedi qui a suivi, on le libérait sur la base de quoi personne ne le sait. En tout cas, moi, ce que je sais, c'est que M. Bodjouna, d'ailleurs, son dossier est vide, puisque vous savez qu'il a été arrêté, la Cour de justice de la CEDEAO a rendu une décision disant que les 7 mois ou 8 mois qu'il avait passé avant à la gendarmerie, c'était une détention arbitraire et la Cour a condamné l'État togolais à réparer la violation des droits de l'homme qui a été commise sur M. Bodjouna et a d'ailleurs condamné l'État à lui payer 8 millions de dommages et intérêts. Eh bien, pendant... Poursuivi dans la même affaire pour complicité d'escroquerie. Exactement. Les auteurs principaux sont en liberté et lui, il a été détenu au-delà de la moitié du maximum de la peine encourue. Voilà les incongruités de la situation que nous vivons sur le plan politique et sur le plan judiciaire au Togo. C'est pour cela que moi ça fait longtemps que je ne considère plus M. Bodjouna comme un détenu normal. M. Bodjouna a bel et bien été un détenu politique, puisque sa détention ne repose sur aucun fondement juridique. Le dossier est vide. Les auteurs principaux de l'infraction sont mis en liberté et c'est le complice
qui est détenu pendant près de 2 années. Isabelle, vous pouvez comprendre on ne peut pas comprendre, c'est clair. Pendant que Pascal Bauduena fut libéré, de véritables interrogations se posent également sur les autres détenus considérés également comme arbitraires. Et cette semaine, il y a quelques jours, il y a eu rebondissement de l'affaire des incendies des marchés de Lomé de Kara. Certains inculpés étaient convoqués devant le juge d'instruction. Eh bien, pour l'avocate et la femme politique que vous êtes, y a-t-il vraiment des preuves dans le dossier du procureur dans cette scrabreuse affaire d'incendie des marchés? Vous savez, moi, cette affaire, je souris, et lorsque vous l'évoquez avec beaucoup de responsables, sur le plan national qu'international, tout le monde fait la mine dans cette affaire que nous qualifions de sordide. De sordide parce que, savez-vous, un rapport a été fait et il est avéré que c'est avec du kérosène que le marché, en tout cas le marché d'Adato à Lomé, a été incendié. Or, tout le monde sait qu'au Togo, le kérosène est un combustible qui est gardé non pas par moi, Isabelle Amigami, ni par Jean-Pierre Fabre, ni par qui que ce soit, ni par Zeus Savon, ni par ces petits-là, ces jeunes-là qui ont été arrêtés, mais par l'armée togolaise. Alors, diantre, où est-ce que les gens qui sont arrêtés ont pu trouver du kérosène pour aller incendier? Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, vous savez, je dirais, la qualité extraordinaire des agents secrets togolais et des agents de sécurité togolais. Et vous croyez que l'opposition peut mettre en pratique une idée d'incendier le marché de Kara et puis le marché de Lomé, et qu'ils se sont réunis et qu'ils ont préparé leur coup, ils ont fait tout cela sans que nos agents ne soient informés, jusqu'à ce qu'ils aient quitté là où ils ont fait pour aller incendier le marché sans que nos agents n'aient été, alors que le marché est protégé, fermé, qu'il y a des gardes là-bas qui assurent la sécurité de ce marché-là tous les jours. Donc pour vous, il n'y a pas suffisamment de preuves dans ce dossier, hein? Monsieur Amo, sans même faire une enquête approfondie par rapport à la situation que nous connaissons au Togo, vous devez savoir vous-même que c'est un délit impossible à être commis par ceux qui sont poursuivis aujourd'hui. Et il faut rappeler que le CSC aussi a fait son rapport et a accusé certaines personnes par rapport aux informations que les responsables du CSC qui sont poursuivis aussi ont eu. Et lorsque dans un dossier, devant les juridictions, on fait ces genres de révélations, le minimum, c'est que le ministère public qui enquête à charge, enquête également à décharge. Or, au jour d'aujourd'hui, c'est que l'enquête judiciaire préliminaire n'est dirigée que dans un sens concernant ceux qui ont été arrêtés aujourd'hui. Donc c'est sur cette base-là que moi aussi j'ai été étonné, et jusqu'à présent je ne sais même pas où est-ce que le procureur a fait cette déclaration-là de dire que le dossier là va passer en jugement avant la fin de ce mois. Je l'ai appris, c'est comme les ont dit, je ne l'ai pas écouté moi-même, le procureur le dire, mais nous attendons de voir. Nous attendons de voir. Et nous attirons l'attention de la communauté internationale, de la communauté nationale sur ce caractère, je dirais, de double, je ne sais pas comment qualifier ça, de ce régime-là qui, une semaine avant, prend un décret pour dire que, bon, on prend le décret d'application du statut de l'opposition, on offre des droits et des avantages à l'opposition, on reconnaît que l'opposition dans un pays est essentielle, et que la semaine suivante, on sort encore une affaire scrabeuse où, dès que le délit a été commis, dès le lendemain, vous vous rappelez, on a commencé à arrêter des responsables de l'opposition à Koufa. Voilà le double langage de ce régime. Comment peut-on dire qu'on reconnaît aujourd'hui que l'opposition doit travailler et tout ça? Et dans le statut de l'opposition, regardez bien, il y a même des peines privatives de liberté pour des gens qui entravent
les activités de l'opposition. Et donc, on rend ce texte-là applicable en prenant 3 années après son décret et 1 semaine après, parce que je vous rappelle que le chef de l'opposition est inculpé dans cette affaire, dans cette sortie d'acteur. Donc, nous attendons de voir si on va accuser et condamner M. Fabre pour avoir incendié le marché de Bénin, parce que je vous rappelle que la maman de M. Fabre était une anabèse. Et que c'est des fruits de son travail dans ce marché d'Aglawato que ceux qui ne le savent pas, qui ont permis à sa maman de subvenir aux besoins de son fils, de l'envoyer dans les pays d'Europe pour qu'il étudie et tout ça. Alors, pour des choses comme ça, celui qui a vécu des fruits de ce marché-là, vous croyez que M. Fabre, il va aller incendier au moment où les faits se sont passés, sa maman était encore en vie? Monsieur Fabre a grandi dans ce marché. En tout cas, c'est vraiment déplorable. Donc, c'est quelque chose de terrible et les gens accusent des gens sur des choses qu'ils ne maîtrisent pas, qu'ils ne connaissent pas. Donc, nous attendons de voir. Nous attendons de voir si c'est en sa qualité de chef de file de l'opposition confirmé par le décret de la dernière fois qu'il va être condamné pour avoir incendié le marché de Adawato. Nous attendons de voir. En tout cas, merci beaucoup, Maître Isabelle Ameganvi, 2e vice-présidente de l'Alliance nationale pour le changement ANC. Vous êtes également présidente du groupe parlementaire ANC. Merci de nous avoir accompagnés en direct depuis Lomé. Merci, bonsoir. C'est moi qui vous remercie. Au revoir à vous aussi.